Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un événement tragique, le cyclone de Bola, qui fut une catastrophe de grande ampleur qui va frapper le futur Bangladesh, qui était à l'époque le Pakistan oriental, et qui va faire des centaines de milliers de morts, provoquer d'énormes dégâts. Tout commence le 8 novembre 1970, lorsqu'une dépression se forme dans le golfe du Bengale. Une dépression, donc c'est une baisse de la pression de l'air, ce qui provoque des vents importants, des nuages et souvent du mauvais temps. Et quand c'est une grosse dépression, c'est souvent du gros mauvais temps, ce qui est le cas ici. Cette dépression va se déplacer vers le nord et en augmentant d'intensité rapidement, ce qui fait que le 11 novembre, elle devient un cyclone tropical de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui est une échelle qui sert à mesurer l'intensité des tempêtes et des cyclones. C'est une échelle qui va de 1 à 5, donc à 3, on commence à être sur du niveau assez important. C'est à partir de ce moment-là où on parle de cyclone, plus simplement de tempête. Et elle va finir par toucher d'abord le district de Khulna à l'ouest du Pakistan oriental. Elle n'est pas encore à sa pleine puissance. À ce moment-là, il y a seulement des vents entre 60 et 75 km/h, mais également de fortes pluies et de l'orage qui vont quand même faire quelques dégâts. Le cyclone va ensuite continuer de se déplacer vers l'est, mais en prenant également en intensité. Ce qui fait que lorsqu'il va arriver au district de Chittagong, dans la nuit du 12 au 13 novembre, on a à l'époque des vents qui peuvent atteindre les 200 km/h. Donc là, ça plaisante plus du tout. Et donc ça provoque d'énormes dégâts déjà rien que par les vents. Mais il y a un autre problème qui va arriver, et qui va être pire, plus de dégâts que le vent, parce que le cyclone en lui-même était attendu, les gens l'avaient vu venir, ça avait été annoncé, ça les gens s'en étaient mis à l'abri, ils étaient préparés. Par contre, il y a une chose qui n'a pas été prévue, c'est que déjà un cyclone, ça provoque une montée des eaux, parce que le vent pousse les eaux vers la terre, que la dépression fait comme il y a moins d'air au-dessus de l'eau, l'air fait moins pression sur l'eau, elle monte. Et en plus, ce qui va aggraver tout ça, c'est qu'au moment où le cyclone va toucher les côtes de cette province, c'est la marée haute. Et donc tout ça va se combiner et provoquer un front de tempête, une énorme vague, un mur d'eau qui va déferler sur la région. Et ça, les gens, ils l'avaient pas prévu. Ça n'avait pas été annoncé. Et alors que les gens étaient déjà en train de se mettre à l'abri du cyclone, il faisait nuit, que le bruit du vent couvrait pas mal de choses, le mur d'eau ne sera vu que trop tard, qu'au dernier moment. Et du coup, il va déjà complètement dévaster la région, tout emporter sur son passage, bâtiments, animaux et humains. Et également ravager les récoltes, ce qui va aussi contribuer au bilan par la suite, nous le verrons. Qui peut montrer ainsi, beaucoup de gens vont être emportés et vont se noyer. Et pour essayer de vous donner une idée de l'importance de cette vague, c'est que des personnes vont être retrouvées à plusieurs kilomètres de leur domicile. Certaines personnes qui ont survécu vont mettre plusieurs jours pour pouvoir rentrer chez eux, tellement ils sont arrivés loin de leur village, loin de là où ils habitaient, et souvent pas mal perdus, parce qu'ils ne savent pas du tout jusqu'à où ils ont été emportés, dans quelle direction exactement, ils sont perdus. Ce qui aussi va contribuer à ce que faire le bilan va être très compliqué, parce que les cadavres vont être malheureusement éparpillés, et certains ne seront jamais retrouvés. Et nous verrons ça dans le bilan. Mais en tout cas, cette vague va être terrible. Ça va être le gros de la catastrophe, le gros des pertes va être provoqué par cette vague, directement ou indirectement. Une fois cette catastrophe passée, les choses ne sont pas réglées. Parce que, comme on l'a vu, il y a des dégâts, les gens n'ont plus de bâtiments, n'ont plus de logements pour beaucoup, les gens n'ont plus d'animaux pour manger, n'ont plus de culture, et n'ont plus d'eau potable. Du coup, il faut organiser les secours. Et ça va être compliqué. Pour plusieurs raisons. Déjà, Pakistan oriental n'est pas directement lié au Pakistan. Enfin, physiquement, d'un point de vue géographique. Ils sont séparés. Et du coup, c'est une région qui est un peu mise à l'écart, qui est un peu moins centrale dans les préoccupations du gouvernement du Pakistan, et qui est une région en plus pauvre, une région peu desservie. Et en plus, il y a un cyclone, une vague géante qui est venue tout détruire au niveau des infrastructures, y compris les routes et les aéroports ou pistes d'atterrissage. Ce qui fait que les secours vont mettre beaucoup de temps à arriver. Certes, rapidement, des avions vont survoler la zone, mais ils ne pourront pas se poser. Parce que se poser en avion, c'est pas facile, surtout quand tout au sol est ravagé. Mais ça sera mal vécu par les habitants qui, déjà, du coup, ont un sentiment d'abandon parce que depuis un moment, le Pakistan oriental et le Pakistan, c'est un peu compliqué. Et en plus, ils voient des avions passer sans leur venir en aide alors qu'ils sont dans la merde. Donc ça va nourrir un certain ressentiment. Et du coup, celui qui va être responsable des secours, le vice-amiral Achad, n'arrivera sur place que plusieurs jours après la catastrophe. Et les secours pakistanais vont être en énorme difficulté à gérer la situation. Parce qu'il faut amener de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments,
des couvertures pour les personnes qui n'ont plus de logement, et que tout ça, c'est compliqué déjà d'avoir ces ressources-là dans un pays qui n'est pas forcément non plus très riche, et en plus de les amener dans cette région reculée et qui est devenue encore plus inaccessible, puisqu'on ne peut pas envoyer d'avion, les voitures peuvent difficilement circuler, et à pied, on est forcément limité dans ce qu'on peut transporter. Un des moyens qui reste pour transporter de manière efficace ces ressources nécessaires, indispensables au secours, c'est l'hélicoptère. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, dans la région, il n'y a qu'un hélicoptère disponible. Absolument pas suffisant pour couvrir tous les besoins de la région. Et il fallut attendre plusieurs jours pour que les États-Unis puissent envoyer des hélicoptères qui étaient stationnés dans des bases militaires pas trop loin, mais il a quand même fallu plusieurs jours pour qu'ils arrivent sur place pour venir en aide. Et donc pendant plusieurs jours, les personnes sur place se retrouvaient un peu livrées à elles-mêmes, sans eau potable, puisque l'eau était contaminée par l'eau de mer et par les cadavres en train de pourrir un peu partout. C'est génial. Sans nourriture, puisque leurs réserves avaient été emportées, les récoltes détruites et le bétail emporté et mort. Et donc des maladies également qui se transmettent, sans médicaments. Et plus d'abri, plus rien. C'était l'enfer pour eux. Et ça contribuera au lourd bilan que nous verrons dans la deuxième partie. Autre moyen qui va aussi finir par arriver pour secourir les victimes, c'est la marine pakistanaise, mais là aussi qui va mettre plusieurs jours pour arriver sur les côtes pour livrer des vivres et des médicaments. Le Pakistan, du coup, sera également aidé, pas comme on l'a vu, il y a les États-Unis qui ont aidé, mais également beaucoup d'autres pays qui vont aider dans le cadre d'une énorme aide internationale qui va se mettre en place. Aide qui va venir de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, puisque il y a Pakistan et Grande-Bretagne ont des liens historiques, c'est une ancienne colonie du Royaume-Uni, donc entre ancienne colonie et métropole, il y a souvent des liens qui sont restés, et donc la Grande-Bretagne va beaucoup s'impliquer dans les secours. Ce ne sera pas la seule. La Chine voisine va aider, le Japon également, l'URSS qui va également envoyer par bateau des médicaments et des vivres, également l'Allemagne de l'Ouest qui va s'impliquer, mais également des organisations non gouvernementales, des ONG, comme la Croix-Rouge aussi, qui va envoyer beaucoup de monde et beaucoup de vivres et de matériel sur place. Et donc il y a toute une solidarité qui se met en place, et qui heureusement s'est mis en place, qui d'ailleurs se met en place souvent quand il y a une catastrophe qui touche un pays, même un pays pauvre, enfin même un pays riche, que ce soit un pays riche ou un pays pauvre, souvent quand il y a une grosse catastrophe, il faut de l'aide internationale parce que les pays sont souvent dépassés. Pour un pays comme le Pakistan, dans une région pauvre comme le Pakistan oriental, c'était d'autant plus vital, primordial pour limiter le bilan qui sera très lourd. Donc il y aura des fournitures qui vont être livrées, comme je vous dis, nourriture, médicaments, eau potable, couverture, de quoi faire des logements de fortune, des vêtements également, parce que les gens ont vu tous les vêtements qu'ils avaient en réserve emportés, donc ils n'avaient quasiment plus que ce qu'ils avaient sur eux. Pas possibilité de se changer, de se laver. Si en plus ces vêtements ont été abîmés dans la catastrophe, comment dire que c'est un peu compliqué. Il y aura également l'église aussi, je vais préciser, l'église va également appeler au soutien, donc il y aura le pape Paul VI à l'époque, et du coup le pape à l'époque, va offrir une aide financière, parce que bon, l'église a quand même pas mal d'argent, et donc soutenir financièrement les secours. Malgré tout, bon, ça va, comme toujours quand il y a des grosses catastrophes, les secours, c'est compliqué d'organiser les secours dans les bonnes conditions, parce que malgré toute la bonne volonté du monde, malgré des moyens, ces moyens restent insuffisants, et qu'une région sinistrée, c'est toujours hyper compliqué de s'y organiser, parce que tout a été détruit. Tout ce qui servait de base d'organisation a été détruit. Donc, ça complique forcément énormément les choses. Le bilan. Un bilan lourd. Lourd, difficile de connaître le bilan exact parce qu'il y a eu beaucoup de disparus, qu'il y avait également un recensement qui n'était pas forcément très bien organisé à l'époque dans la région. Donc, c'est difficile de savoir vraiment combien il y a eu de morts. Les bilans contemporains, qui ont donc été faits dans les jours suivant la tempête, parlaient d'entre 20 000 et 100 000 morts. C'était déjà un gros bilan, et avec une grosse incertitude. Mais il n'a pas cessé de s'alourdir par la suite. Et aujourd'hui, malheureusement, on parle plus d'un bilan entre 224 000 et 300 000 morts. Certains vont même jusqu'à 500 000 morts, qui est une énorme catastrophe. Et dans certaines îles, puisque vraiment, c'est comme je l'ai dit, c'est une région avec beaucoup d'îles qui a été touchée, certaines îles ont été vraiment très durement affectées. Par exemple, il y a l'île de Montpura qui comptait à l'époque 22 000 habitants et les estimations laissent supposer que les 3/4 de la population serait morte, essentiellement due à l'énorme vague qui a frappé l'île, qui l'a complètement submergée. Donc on voit que ça a été énorme pour cette île quand même. Heureusement que toute la région n'a pas été affectée aussi durement, parce que là on serait sur un bilan de plusieurs millions de morts. D'ailleurs, certains disaient que le bilan dépasserait le million de morts.
finalement, heureusement, semblerait... Enfin, heureusement, alors qu'il y a 500 000 morts, enfin, voilà, mais ça n'a pas été le cas. Oui, heureusement, parce que ça aurait été encore pire. Mais malheureusement, oui, ça a quand même été horrible. Ça aurait fait probablement le cyclone le plus meurtrier de l'histoire. En tout cas, aucun cyclone n'a de bilan établi supérieur. Et ça a une des pires catastrophes naturelles en termes d'impact humain de notre histoire. Ça s'explique parce que la région était très peuplée, qu'il n'y a pas eu suffisamment d'organisation avant. Certes, comme je vous l'ai dit, le cyclone a été annoncé, mais la vague n'a pas été prévue. Il n'y avait pas de protocole prévu de base pour préparer l'avant, pour que les gens puissent se mettre vraiment à l'abri, puissent évacuer avant. Et les secours n'ont pas été suffisants, à la fois pour des problèmes d'organisation des secours au Pakistan, mais également parce que les régions ne sont pas forcément accessibles et qu'avec ces énormes dégâts, elles l'étaient encore moins. Et le bilan aurait sûrement été encore pire sans l'aide internationale. Donc là, la solidarité internationale, c'est important. En plus du bilan humain, les animaux ont été également beaucoup touchés, surtout au niveau du bétail. On est dans des régions assez agricoles, donc beaucoup de bétail ont été touchés. Ce qui du coup a aussi eu un impact sur la capacité de se nourrir pour les populations, puisque leurs champs étaient complètement détruits et qu'ils avaient perdu tout leur bétail. Par exemple, sur l'île de Manipura, encore une fois, elle comptait, on estime, 20 000 bétails, que ce soit des moutons, des chèvres ou des buffles, et seules quelques centaines de buffles auraient été retrouvés vivants. Presque 99% du bétail est mort ou disparu. Donc, là aussi, pour les populations locales, c'est difficile à se remettre. Ça représente un coût financier et un coût alimentaire immense. Et si on y ajoute les dégâts matériels et sanitaires qui vont continuer de peser, ce qui là aussi rend plus difficile de faire une estimation, puisque les morts, en plus des morts sur le coup, se sont étalés durant les semaines, voire les mois suivants du fait des conséquences, et que c'est compliqué de savoir qui est mort de quoi. Mais en tout cas, les rizières complètement détruites. Les bateaux aussi, les bateaux qui servent à la pêche, beaucoup ont été complètement détruits par la vague, emportés, jamais retrouvés. Et à cela s'ajoute un bilan sanitaire, parce que les réserves d'eau potable se retrouvent contaminées par l'eau de mer et par la boue et par plein de trucs, par des cadavres également, tous les cadavres des gens emportés qui pourrissent dans l'eau. Comment dire que niveau maladie, c'est pas génial. Et ce qui fait que les personnes se retrouvées donc du coup sans nourriture, sans eau potable et avec des secours qui n'arrivaient pas à leur apporter. Et comment vous dire que dans ces conditions, c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de morts. Et en plus, on s'est retrouvé avec des épidémies de choléra, de typhoïde et autres joyeusetés. Ça aussi, ça a été un calvaire pour les populations. Et donc, du coup, en plus du très lourd bilan humain, il y a une estimation du coût financier de cette catastrophe qui est bien entendu... l'argent perdu, c'est rien comparé aux vies perdues, mais pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts et de la difficulté qu'il y a eu pour le pays à se remettre, et à donc se redoter d'infrastructures et de moyens d'assurer à la population de quoi vivre, le cyclone de Bola aurait causé des dégâts équivalents à 86,4 millions de dollars américains de l'époque. Pour faire une comparaison, ça équivaudrait à peu près à 500 millions d'euros aujourd'hui. Ce qui pour un pays comme le Pakistan, c'est énorme. Déjà, 500 millions d'euros, c'est une grosse somme, mais pour un pays comme le Pakistan, c'est énorme. Et clairement, le pays aurait bien eu du mal à s'en remettre tout seul. Du coup, une telle catastrophe, un tel bilan humain, un tel bilan matériel, forcément, ça a des conséquences. Ces conséquences seront multiples. Déjà, il y aura des tensions accrues dans la région. On est déjà dans une région où il y a des tensions historiquement, en partie à cause de l'histoire de l'indépendance du Pakistan et de l'Inde. Longue histoire, mais en tout cas, il y a Inde et Pakistan sont très tendus entre eux, avec des populations dans les deux pays qui sont soit musulmanes, soit hindous, et ces deux populations ont du mal à s'entendre. Donc, on est déjà sur un contexte un peu tendu de base. Et en plus, on est donc le Pakistan oriental qui se retrouve donc qui est séparé du reste du Pakistan parce que c'était une région majoritairement musulmane, mais au milieu de territoires hindous. Donc voilà, on est déjà sur une bonne poudrière. Et vu qu'en plus la région est plus éloignée du reste du Pakistan, il y a un désintérêt de l'État central pour cette région, ce qui a pu contribuer également à un retard des secours et également à ce que les populations se sentent encore plus délaissées et sont plus en colère de ce qui est arrivé. Ce qui fait que le gouvernement central sera très impopulaire dans la région. Donc c'est un des éléments qui va nourrir
la volonté d'indépendance du Pakistan oriental, et donc ce qui va conduire à la dépendance de cette région, le Pakistan oriental, qui va devenir le Bangladesh, suite à une guerre d'indépendance du Bangladesh qui va avoir lieu du 26 mars au 16 décembre 1971, donc on voit juste un an après. Donc clairement ça a joué pour en arriver là, et donc durant cette guerre, ce sera les forces armées du Pakistan qui vont affronter des rebelles du Pakistan oriental, conflits qui vont être assez violents, avec des conflits de type guérilla. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce conflit, ça pourra un jour faire l'objet d'une vidéo, mais on est sur une situation complexe, et il faudrait étudier également toutes les autres raisons, parce qu'il n'y a pas juste du coup le cyclone était un élément important, mais il y avait déjà avant d'autres éléments qui préparaient le terrain à cette volonté d'indépendance qui existait déjà avant. Donc je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais plus tard, parce qu'il faudra que je la prépare, parce que c'est des sujets complexes. Mais en tout cas, sans ce cyclone, l'histoire du Bangladesh serait sûrement bien différente. Ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que vu que l'Inde, qui du coup ne s'entend pas du tout avec le Pakistan, a décidé d'intervenir militairement en soutien aux rebelles bangladais, ça va entraîner une nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan, ce qui était déjà la troisième guerre entre les deux pays depuis l'indépendance en 1946. Donc, deux guerres indirectement provoquées par le cyclone. Comment dire qu'il a bien fait chier celui-là. Bon, après, si on essaye d'être un peu plus positif, il y a eu aussi des mesures visant à éviter que d'une telle catastrophe se reproduise, en tout cas que le bilan d'une telle catastrophe soit aussi élevé à l'avenir. Donc ça c'est mieux, puisqu'il y a quand même des mesures d'éducation par exemple qui ont été faites à la population pour les sensibiliser au risque de cyclone, mettre en place des protocoles pour que les personnes puissent se mettre à l'abri plus facilement, et également former un personnel d'urgence pour qu'il y ait des gens sur place capables de réagir et de prendre soin des malades, des blessés, suite à une catastrophe de ce type. De plus, de nombreux abris sur pilotis vont être mis en place pour que les personnes puissent s'abriter. Donc il y a 200 abris anticycloniques qui sont construits, ainsi que 400 abris supplémentaires mis sur pilotis, histoire que des personnes puissent éventuellement se mettre au-dessus d'éventuelles inondations. Ces abris sont prévus pour pouvoir résister à des vents violents. Selon les abris, c'est entre du 120 et du 250 km/h. Et ils peuvent abriter entre 500 et 5000 personnes chacun. Et ils sont normalement prévus du coup pour pouvoir assurer temporairement la subsistance de ces personnes abritées. Et ainsi, ces mesures-là vont permettre de mettre à l'abri des centaines de milliers de personnes lors de d'autres cyclones, par exemple le cyclone de Gorky en 1991 ou le cyclone de Sid en 2007. Et il y aura également des plantations d'arbres qui vont être faites parce que les arbres vont permettre de ralentir les vents, ils font un peu obstacle, et ce qui fait que ça peut réduire l'impact des cyclones tropicaux. Donc voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo sur le sujet. Un sujet assez... pas très joyeux, en effet, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la pire catastrophe, enfin c'est le pire cyclone que nous ayons connu de notre histoire, l'humanité, et une des pires catastrophes naturelles. Donc ça a été terrible, et je souhaiterais juste conclure en disant, prendre de se souvenir de ces victimes malheureuses des puissances de la nature et d'un manque de préparation des secours. Aussi saluer l'aide internationale qui a permis d'en sauver des centaines de milliers d'autres. Et puis voilà, du coup j'espère que ça vous a quand même intéressé cette vidéo. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire et à aimer la vidéo, même si le sujet n'est pas joyeux. Et à vous abonner. À vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Par exemple celle du coup sur l'indépendance du Bangladesh qui arrivera sûrement durant l'été. Voilà. Au revoir tout le monde.